Je dirais qu'on est avec la communication. Alors, bonsoir tout le monde. On va débuter la séance d'information dans quelques minutes, à peu près 2 ou 3, donc le temps de bien s'installer, tout ça. Donc, on vous revient dans à peu près 2 à 3 minutes. Restez patients, ce ne sera pas long, on va commencer. Merci. J'ai failli me planter. Je demanderais peut-être aussi aux gens qui sont en train de se connecter de fermer leur micro, si possible, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend, puis c'est peut-être pas, sûrement pas peut-être qu'on vous entend. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de mettre vos micros en mode silencieux, si possible. Il y a un bruit bizarre, là, qui est terminé. Merci. Peut-être qu'il
Alors, il est présentement 19h03. Bonsoir tout le monde. Au nom de l'arrondissement de Verdun, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette séance d'information et d'échange sur le service d'hébergement temporaire pour personnes en situation d'itinérance qui a ouvert le 1er décembre dernier et qui est situé au 1050 1150 rue Gordon à Verdun. Merci d'être présent et présente avec nous ce soir. C'est bien apprécié. On a beaucoup de monde. On aime ça. Je m'appelle Pierre Tessier tout d'abord et je tiens à préciser que je ne suis pas un employé de la ville ni de l'arrondissement, mais plutôt un citoyen de Montréal qui travaille dans le domaine des communications à qui on a demandé d'animer cette séance d'information ce soir. J'aurai donc le plaisir de vous accompagner, je l'espère, durant les 90 prochaines minutes. Je dis j'espère parce que si vous avez mis le nez dehors, vous avez vu que la température est un peu maussade, il vente beaucoup, il pleut et ça pourrait causer une panne d'électricité. Alors donc, si jamais on ne peut pas faire terminer les 5 présentations ce soir, j'ai l'impression que j'entends un bruit. Est-ce que je suis seul à entendre le bruit? Effectivement, on entend un bruit. Okay. Non, il y a un bruit. Est-ce que c'est le temps maussade? Parce que j'ai l'impression de parler dans le vide. C'est le micro de quelqu'un qui est dehors. C'est la pluie. OK. Bon, c'est terminé. C'est le temps maussade auquel je faisais référence tout à l'heure. Donc, si jamais on ne peut pas terminer les 5 présentations qui sont prévues ce soir, on va recéduler, reprogrammer, si vous le voulez, une autre séance d'information. On vous donnera les détails, mais on se croise les doigts pour que tout se passe bien ce soir et qu'on puisse terminer les présentations qui sont prévues au programme. D'ailleurs, ce soir, l'objectif, c'est de faire le point sur et le bilan, justement, des 2 premiers mois d'opération du service d'hébergement temporaire et de recevoir vos commentaires et répondre surtout à vos questions. Donc, la Société de développement social qui opère le refuge, l'arrondissement de Verdun et l'ensemble des partenaires là, qui mettent tous les efforts justement afin que le projet se déroule dans les meilleures conditions possibles pour les résidents et les résidentes du voisinage. Donc, on souhaite vous entendre et échanger ce soir avec vous. La séance de ce soir, elle est enregistrée. Elle sera disponible dans... On recommence. Il y a vraiment quelqu'un qui a un problème avec son micro. Alors donc, la séance de ce soir, elle est enregistrée avec tous les bruits qu'on entend. Donc, vous allez pouvoir les réécouter sur la chaîne YouTube de l'arrondissement de Verdun et ça sera disponible dans quelques jours, là, justement. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à fermer, hein, c'est le cas de le dire, votre micro et même votre caméra, pourquoi pas, si vous voulez, pendant la présentation. Bon, je recommence. Donc, je vous invite à fermer votre micro, si possible, et votre caméra, si jamais vous ne voulez pas qu'on vous voit pendant les présentations. C'est le micro d'un Joanne qui fait ça. C'est Madame Joanne, c'est son micro. Ah, Joanne, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît, chère Joanne? Ce serait bien apprécié. Alors, donc c'est ça. Donc, la présentation sera dans quelques jours sur YouTube, comme je disais tantôt. Et merci de fermer vos caméras. Surtout le temps des présentations, mais quand vous allez poser une question, si vous voulez intervenir, à ce moment-là, vous pourrez réanimer ou réallumer votre caméra pour qu'on puisse bien vous voir. Donc, j'aimerais ce soir souligner la présence parmi nous de plusieurs personnes, je vais les nommer et ils vont vous dire un petit bonjour. Là, donc, la mairesse de l'arrondissement de Verdun, Mme Marie-André Mauger. Bonsoir, Mme Mauger. Bonsoir. On a des conseillers et des conseillères également qui sont avec nous. Mme Véronique Tremblay. Bonsoir. Est-ce que son micro est ouvert pour qu'elle nous dise un petit bonsoir? Oh, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Mme Tremblay. Ah, il y a un petit écho chez vous. Donc, Sterling Downey également qui est avec nous. Bonsoir, Sterling. Oui, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci également Céline Audrey-Beauregard qui est avec nous. Oui, merci. Bonsoir. Merci, M. Tessier. Merci, Mme Beauregard. Il y a Enrique Machado qui est avec nous également ce soir. Bonsoir, Enrique. Bonsoir, M. Tessier. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. C'est à vous. Il y a également M. Benoît Gratton qui est avec nous. Est-ce que M. Gratton est là? Est-ce que son micro est ouvert? Ah, je vois quelqu'un qui peut-être... Bon, peut-être qu'il y aura l'occasion de se vous dire un petit bonjour un peu plus tard. Et il y a Kaylan Monroe qui est également avec nous ce soir. Mme Monroe, merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes... Est-ce que votre micro est ouvert pour dire un petit... Oui, parfait, bonsoir, excellent, merci. Comme vous voyez, une belle représentation des élus ce soir et ça témoigne, je pense, de l'importance qu'ils accordent à ce dossier-là. J'aimerais également souligner la présence avec nous ce soir de M. Martin Raymond, qui est directeur général adjoint de la Société de développement social, donc la SDS, qui est l'organisme qui opère le service d'hébergement d'urgence. Bonsoir, M. Raymond. Il y a également M. Maxime Beaulieu,
qui est commandant du poste de police de quartier 16 du SPVM. Bonsoir. Madame Vicky Kazeka, directrice des programmes santé mentale et dépendance du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du centre-sud de l'île de Montréal, qui est avec nous également. Il y a M. Stéphane Bernaquez, qui est coordonnateur stratégie immobilière de la Société d'habitation de Montréal, la SHDM. Et il y a M. Nicolas également Pajot, qui est chef de section service de la diversité et de l'inclusion sociale à la Ville de Montréal. Et enfin, Mme Marlène Gagnon, qui est directrice sport, loisirs et développement social à Verdun. Alors donc, permettez-moi maintenant de vous présenter rapidement le déroulement de la soirée. Comme vous verrez, ce sera très simple. Tout d'abord, il y a Mme la mairesse, Mme Marie-André Mauger, qui va vous souhaiter officiellement la bienvenue. Et ensuite, on va présenter, il y aura une ronde de présentation. Donc, il y a M. Raymond, il y a M. Beaulieu, Mme Kaseka et M. Bernaquez qui vont prendre la parole à tour de rôle. Et ensuite, on aura une période d'échange, de commentaires et de questions. Et ce sera l'occasion pour vous de vous entendre, de vous faire entendre. Et d'ici là, nous vous demandons évidemment de garder vos micros fermés et d'écouter confortablement les questions, les présentations de ce soir pour préparer vos questions si c'est le cas. Donc, et finalement, après la période de questions et d'échanges, Mme la mairesse reviendra vous dire pour le mot de la fin, en fait, elle reviendra conclure la soirée. Donc, ceci met fin à mon introduction. J'ai maintenant le plaisir d'inviter la mairesse elle-même de Verdun, Mme Marie-André Mauger, à prendre la parole et à vous souhaiter officiellement la bienvenue. Madame Mauger. Merci beaucoup, M. Tessier. Bonsoir tout le monde. Merci de vous rendre disponible pour cette soirée d'information et d'échange sur un service d'hébergement d'urgence qui a été ouvert le 1er décembre dernier pour une période de 7 mois. Donc, on a donc une période prévue jusqu'au 30 juin. Et ce soir, en fait, je remplis un engagement que j'avais pris le 2 novembre dernier lorsqu'on a eu une rencontre d'information dans la salle du conseil, une rencontre qui était également web diffusée, où je m'étais engagée à poursuivre la conversation et à vous inviter à nouveau à une rencontre d'information. Et donc, nous voici après bientôt, presque 3 mois après l'ouverture du refuge. Et donc, on a un certain rodage. Donc, on jugeait comme à propos de se revoir à ce moment-ci et de rassembler donc l'organisme donc qui opère le centre d'urgence, le commandant de notre poste de quartier, responsable aussi du CIE Centre-Sud, donc qui est finalement qui finance cette opération-là avec la collaboration de la Ville de Montréal. Et aussi M. Stéphane Bernaquez qui pilote le projet d'habitation qui prendra place dans les anciens jardins Gordon, donc avec la Société de développement et d'habitation de Montréal. Donc, pour rappel, la Ville de Montréal s'est portée acquéreur en juin 2023 des anciens jardins Gordon, donc une résidence privée pour aînés qui comportait tout près de 100 chambres. Et on a annoncé qu'on voulait en faire un lieu de logement abordable, donc pour éviter que les personnes soient finalement sujets à des hausses de loyer très importantes ou des évictions, donc de protéger finalement le parc locatif. Et c'est dans cette perspective-là qu'on a acquis ce bâtiment-là, mais devant certains délais pour commencer les travaux, on ne voulait pas laisser ce bâtiment-là vide cet hiver, alors qu'on sait que les besoins sont immenses pour les personnes sans logis. Alors, c'est dans cette perspective-là qu'on a mis à disposition le bâtiment de la rue Gordon pour une période de 7 mois. Donc, ce soir, on va vous présenter tout ce qu'on a fait et ce qu'on fait en ce moment, vraiment en toute transparence. On sait qu'il y a des défis, mais on a vraiment travaillé fort pour mitiger au maximum les défis et de toujours entretenir des canaux d'écoute. Alors, je vais, sans plus tarder, nous permettre d'entrer dans le cœur du sujet avec les présentations, notamment de Martin Raymond de l'organisme Société de développement commercial. Je vous remercie encore une fois de votre présence ce soir. Et merci à vous. Donc voilà qui met bien la table pour justement la première présentation. Je dis qu'on en a 5. On va commencer par la première. Et comme Mme Mauger vient de le mentionner, c'est M. Martin Raymond, qui est directeur général adjoint de la Société de développement social, la SDS, qui va ouvrir le bal des présentations. Alors, M. Raymond, la parole est à vous.
Alors bonjour, mon nom est Martin Raymond et je suis directeur général de la Société de développement social. Petite précision, j'ai eu une grande promotion en 3 mois. Ah, Euh, c'est le euh, directeur général. exact. Écoutez, je vais faire un bref résumé d'où on en est présentement avec le centre d'hébergement d'urgence Gordon. Donc, on a vraiment un taux d'occupation qui frise le 100%. En moyenne, on refuse là, entre 5 à 10 personnes par jour à Gordon. La raison pour laquelle là, on n'est pas à 100% dans notre taux d'occupation moyen, c'est qu'on réserve des lits pour les gens de l'arrondissement de Verdun, soit des organismes communautaires ou encore la SPVM. On a à peu près là, 40% des gens là, qui s'identifient à l'arrondissement de Verdun. Donc, ça nous donne autour de 62% là, des gens là, qui viendraient d'ailleurs. Puis ailleurs, ça peut être du centre-ville, ça peut être de Montréal-Nord. Puis on a eu aussi des gens de Québec qui venaient là, directement là, dans nos services, là. Donc, là, c'est vraiment d'ailleurs, ailleurs. Euh, la moyenne des gens, là, on peut dire que c'est un 75-25, donc 75% d'hommes, 25% de femmes. Puis là-dessus, on a aussi, là, comme on avait déjà dit à l'ouverture, qu'on acceptait les couples. Donc, ça se peut qu'il y ait 2-3 couples là, qui sont toujours là, en présence là, du côté de notre hébergement d'urgence. Nous opérons aussi en même temps que l'hébergement d'urgence, une brigade qui circule là, de médiation sociale, qui circule autour du service d'hébergement pour justement aider là, certaines situations qui pourraient avoir lieu là, dans le périmètre là, de l'hébergement. Pour les autres choses, là, mais évidemment, comme on s'était dit, notre objectif, c'était aussi d'offrir des services aux personnes. On offre les services de base, là, donc l'hébergement, la nourriture, mais aussi les gens ils peuvent prendre soin de leur hygiène et tout ça. Mais on a commencé à développer des petits ateliers. D'ailleurs, notre organisme en employabilité qui vient donner des ateliers en employabilité pour tenter d'insérer les gens. Et aussi, on fait de l'accompagnement, référencement vers d'autres sources ou encore euh, d'autres possibilités, là, que ce soit aider les gens à faire de l'aide, d'avoir un chèque d'aide sociale ou encore avoir accès aux services de soins de santé. Et évidemment, là, depuis notre arrivée, on est toujours été là, présent dans les comités de bon voisinage ou encore sur différentes tables du côté de Verdun. Fait que pour ma part, ça résume un petit peu là, notre arrivée là, dans l'arrondissement depuis le 1er décembre. Merci, M. Raymond, et félicitations pour votre promotion. J'en profite pour vous le féliciter. Alors, donc, on enchaîne maintenant avec la deuxième présentation, cette fois-ci de M. Maxime Beaulieu, qui est commandant du poste de police de quartier 16 du SPVM. M. Beaulieu, la parole est à vous. Bonsoir à tous. Alors, comme lors de la précédente rencontre, on s'est engagé à faire du porte-à-porte dans le voisinage du centre d'hébergement avant l'ouverture. Donc, on a visité plus de 250 résidences riveraines au centre afin justement de prendre un peu le pouls, les inquiétudes de nos citoyens. Également, on avait remis lors de ce moment-là, lors des rencontres de citoyennes, une lettre avec toutes les coordonnées des différentes ressources à appeler, c'est-à-dire le 911, le 311, l'adresse courriel du poste de quartier 16, ainsi que les appels moins urgents, le 280-2222. Par la suite, nous avons fait, dans le fond, des visites régulières du centre d'hébergement par le MAP. Le MAP étant le module d'action par projet du poste de quartier qui ont la responsabilité, dans le fond, de travailler avec le centre d'hébergement pour régler les problématiques plus récurrentes. Nous avons bien entendu impliqué les différentes relèves de travail du poste de quartier. Bien entendu, lorsqu'il y a des appels au 911, c'est ces derniers qui se déplacent pour aller répondre aux appels. Également, nous avons mis à contribution en patrouille à pied dans le secteur l'équipe de concertation communautaire et de rapprochement, qui est une équipe un peu plus spécialisée justement dans les phénomènes d'itinérance. En fait, par la suite, bien entendu, pour faire un suivi un petit peu de toute l'évolution, dans le fond, des interventions policières, nous avons créé, dans le fond, un historique d'endroits dans le système informatique des appels pour
le centre d'hébergement. Et hebdomadairement, on fait un suivi des différents appels, que ce soit en provenance du centre ou bien en provenance des citoyens qui ont fait appel soit au 911 ou par un autre canal de communication. Ensuite, nous avions fait également un suivi en février auprès des citoyennes et citoyens qui désiraient être recontactés à la suite du porte-à-porte initial. Donc, je vous dirais, on a appelé environ 49 personnes et puis sur les 49, 19 personnes nous ont recontactés justement pour nous faire part des différents éléments concernant le centre d'hébergement. C'est à géométrie variable. Nous avons depuis l'ouverture une moyenne d'environ 2 appels par jour logés par le centre d'hébergement pour les assister, que ce soit dans des expulsions ou bien lorsqu'on a des personnes en situation de crise. Je ne peux pas, par contre, vous comparer avec d'autres centres sur l'île si c'est beaucoup ou non, mais c'est en bas de la moyenne que là, on s'attendait initialement. En tout, nous avons eu seulement 4 appels ou demandes provenant des citoyennes et citoyens depuis l'ouverture du centre. Bien entendu, on y va toujours dans un concept de partenariat, dans le fond, participation du poste de quartier à différents comités d'amélioration de la cohabitation. Ici, je parle principalement du comité d'itinérance de l'arrondissement Verdun. Également, on fait partie prenante du comité de bon voisinage qui a été formé par la suite. Ensuite, on met toujours à contribution les diverses unités du SPVM qui sont spécialisées en itinérance. Ici, bien entendu, je parle encore une fois de l'équipe de concertation communautaire et de rapprochement qui, occasionnellement, vient patrouiller autour du centre et qui viennent nous supporter aussi dans les bonnes pratiques à mettre en place avec les personnes en situation d'itinérance à Verdun. Également, les métros qui sont le métro de l'Église de Verdun, qui pourraient amener une plus grande population itinérante aussi autour de ces 2 métros. Nous avons demandé la contribution de l'équipe métro d'intervention et de concertation qui sont également spécialisés justement dans des interventions auprès des personnes en situation d'itinérance. Votre micro, commandant Beaulieu, votre micro s'est éteint pour une raison que j'ignore. OK. Là, maintenant, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, c'est bon. Parfait, excellent. Alors, bien entendu, le poste de quartier 16 continue toujours avec une approche citoyenne et collaborative. Dans le fond, on est à l'écoute des demandes des résidentes et résidents afin d'ajouter nos interventions puis essayer de diminuer l'impact du centre d'hébergement dans leur environnement. Travailler de concert avec le centre d'hébergement afin de faciliter la cohabitation sociale. Également, on va essayer d'avoir toujours une présence accrue des policières et policiers du poste de quartier, également du module d'action par projet. Et puis, nous avons même mis à contribution la cavalerie qui est venue patrouiller autour du centre à quelques occasions. C'est terminé pour moi. Parfait, merci beaucoup, commandant Beaulieu. Bien, on enchaîne maintenant avec Mme Vicky Kaseka, qui est directrice des programmes santé mentale et dépendance au Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du centre-sud de l'île de Montréal. Donc, Mme Kaseka, la parole est à vous. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très Oui. bien. Parfait. Alors, nous, au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, on est là pour offrir évidemment les services de santé et services sociaux, aussi de soutien aux différentes personnes, même lorsqu'elles sont dans des refuges. Donc, vous voyez, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de répondre aux besoins individuels de chacune des personnes et on s'ajuste à leur rythme et on répond vraiment, on profite du besoin initial pour essayer de créer le lien, puis ensuite continuer à accompagner la personne et répondre à l'ensemble des besoins. Ce qui est important de souligner aussi en lien avec le refuge, c'est qu'on a besoin de travailler en étroite collaboration avec les partenaires parce que offrir des services de santé, des services de soutien psychosocial, c'est pas juste attendre que les personnes viennent chez nous dans nos installations, c'est vraiment d'aller à la rencontre des personnes. Donc, quand on pense aux personnes, par exemple, qui peuvent fréquenter le refuge Garden, s'il y en a qui auraient besoin de soutien, d'accompagnement d'une de mes équipes, et là, je parle tant du volet santé mentale
que du volet dépendance ou même un besoin de soutien en lien avec la situation d'itinérance, c'est sûr que nos partenaires communautaires qui ont créé le lien de confiance avec les personnes sont les meilleures personnes placées pour nous référencer ces personnes-là. Donc, vraiment offrir des services, donc aller sur place, aller rejoindre les personnes là où elles sont. Et on a, mon collègue du SPVM l'a nommé, on a aussi, avec le temps, au CIUS du Centre-Sud, on a développé aussi des interventions, des équipes mixtes pour encore mieux aller rejoindre les personnes là où elles sont. Donc, et puis, dans les différents besoins, les différents niveaux, il y a différentes équipes. Donc, on a vraiment, comme vous voyez à l'écran, l'urgence psychosociale, justice, qu'on appelle UPSJ entre nous, où là, on va répondre quand les personnes sont plus en état, plus de crise ou de désorganisation, on peut se déplacer puis on peut aller donner un soutien dans la communauté. On a l'équipe, nous, qu'on appelle EMRI, donc l'équipe mobile de référence et d'intervention en itinérance, où vraiment la spécialisation des personnes qui travaillent avec le SPVM dans cette équipe-là, c'est vraiment de rejoindre et de créer les liens avec les personnes qui sont en situation d'itinérance. Et ces deux premières équipes que je viens de vous nommer se déplacent partout à Montréal. Donc, on n'a pas de contrainte d'aller rejoindre les gens où elles sont. Il y a l'équipe ESUP, donc soutien aux urgences psychosociales. Un peu le même principe aussi de répondre à des situations où les personnes sont plus en état, plus fragiles, plus de désorganisation. Et finalement, ECCR, comme mon collègue l'a nommé, qui est l'équipe de concertation communautaire et de rapprochement. Fait que garder en tête que vraiment pour accompagner et soutenir nos collègues communautaires qui sont impliqués dans les refuges, bien, la santé peut se déplacer puis vraiment aller rejoindre les gens. Puis c'est une approche qui est individualisée où on accompagne les personnes tant en santé mentale, en dépendance que même en itinérance. Fait que c'est un peu ce que je voulais vous dresser. On est aussi présent autour de la table là, au niveau santé et services sociaux. Merci beaucoup, Mme Kasséka, pour cette présentation, cette intervention. J'invite maintenant M. Stéphane Bernacquez, qui est coordonnateur stratège immobilière Société d'habitation de Montréal, la SHDM, à vous dire quelques mots. Bonsoir. Dans un premier temps, je vous présenterai ce qu'est la SHDM. La SHDM est une société paramunicipale, en fait le bras immobilier de la Ville de Montréal, qui est à but non lucratif et qui est financièrement autonome, qui ne dépend pas du budget de la Ville de Montréal. Donc, on a un parc d'immeubles qui contribue au développement économique, social économique et social de la Ville de Montréal par la mise en valeur des actifs immobiliers de nature soit institutionnelle, commerciale ou culturelle, mais principalement résidentielle. Puis là, je vous dis pourquoi je vous parle des culturels, commerciales et institutionnelles, c'est que on a par exemple deux maisons de la culture, on a des bâtiments qui abritent des bureaux de la ville, on a entre autres un bâtiment phare à la place des spectacles qui est l'îlot Balmoral. Ces bâtiments-là nous aident à soutenir un peu notre parc d'habitation. Notre mission principale, c'est évidemment d'offrir du logement abordable. On a près de 5000 unités d'habitation abordables à Montréal. À travers ça, on a quelques logements qui sont avec ce qu'on appelle du supplément au loyer, mais ce n'est pas notre rôle principal, ce n'est pas dans le social, c'est vraiment dans l'abordable. Vous allez me poser la question, bien sûr, c'est quoi du logement abordable? C'est la question de l'heure. Nous, on définit le logement abordable comme un loyer médian qui est identifié par la SAHL et c'est aux alentours, disons, de 90 du loyer médian. Et je vous dirais que notre moyenne de notre parc est à 73 du loyer médian de la SAHL. Donc, ça vous donne une idée comment nos logements sont abordables. Alors, vous voulez sûrement savoir un peu plus sur ce qui s'en vient, le futur de Gordon. On a levé la main pour pouvoir faire un projet de logement dans le bâtiment de la rue Gordon. On le voyait très intéressant et pouvant desservir une clientèle rapidement, étant donné que c'est une ancienne résidence pour personnes âgées. Donc, les aménagements pourraient se faire de façon très rapide. Par contre, il y a beaucoup d'interventions à faire sur l'enveloppe du bâtiment et sur la maçonnerie et les fenêtres. Alors, on est en train de travailler en ce moment sur une vérification diligente. Donc, on a déjà commencé des expertises sur le bâtiment, puis je remercierai les gens de la Société de développement social qui nous permettent d'entrer dans le bâtiment et de faire des relevés.
On a fait, entre autres, des relevés sur l'amiante et on a la bonne nouvelle qu'il n'y a pas d'amiante dans le bâtiment parce qu'il y a eu déjà des travaux qui ont été faits dans le bâtiment. On a fait des relevés maintenant aussi sur l'environnement, sur le site et on a aussi de très bonnes nouvelles. Il y a peu de contamination sur le terrain. Et là, on est présentement, on travaille pour faire un appel d'offres pour aller chercher des services professionnels, des architectes pour développer notre concept qu'on a déjà établi. Moi, j'ai fait des esquisses préliminaires, mais on va aller plus loin pour voir les typologies qui peuvent se retrouver dans le bâtiment éventuellement. Ce qu'on vise, c'est probablement aux alentours de 89 studios et un CC ou 2 CC, une chambre à coucher ou 2 chambres à coucher. On va peut-être retravailler ça, on va peut-être reformuler ça pour voir si on peut ajouter un peu plus de logements pour soit petite famille ou du moins des plus grands logements. Mais c'est sûr qu'on a constaté, étant donné qu'on a un grand parc immobilier, on constate que les personnes seules sont aussi une clientèle qui a besoin de logements à Montréal. Donc, on pense que Gordon va pouvoir aider la cause au niveau du logement là-dessus. Alors voilà, là, on est en processus pour en faire l'acquisition avec la Ville de Montréal. Donc, on vise l'été, fin juin probablement, on devrait être en mesure de pouvoir faire l'acquisition. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir entamer de façon plus sérieuse du travail sur le bâtiment. Alors voilà. Merci beaucoup, M. Bernakes, pour ces informations fort intéressantes. On est maintenant rendu à la période de questions et d'échanges et de commentaires. Donc, la parole est à vous, comme on dit. Évidemment, les intervenants et les intervenantes qui viennent de prendre la parole pourront répondre à vos questions et nous allons également prendre en note vos commentaires. Mais avant de commencer, j'aimerais peut-être quand même vous rappeler quelques petites règles pour assurer le bon déroulement de la période de questions et de commentaires. Donc, évidemment, on veut respecter les opinions de tout le monde. On peut ne pas être d'accord, mais on peut le faire avec diplomatie. Donc, je vous invite à respecter le tour de parole et les opinions de tous et chacun. On pourrait intervenir de manière brève et directe. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de limiter votre intervention à une question et une sous-question. Donc, en 2 minutes, je pense que vous pouvez faire un bon tour de votre question, du sujet que vous souhaitez aborder. On vous demande évidemment d'être courtois et respectueux et respectueuse. On sait que le sujet peut être sensible, donc on vous demande, s'il vous plaît, de respecter un certain décorum dans la façon d'intervenir et de poser vos questions. Alors, on peut tout dire, c'est juste dans la façon de le faire qu'on doit peut-être faire attention. Donc, pour poser une question, ce n'est pas très compliqué. En fait, vous avez simplement à lever la main. Quand vous regardez votre configuration Teams, là, il y a un petit lever la main. Raise hand si votre ordinateur est configuré en anglais. Je vois déjà qu'il y a des gens qui ont commencé à lever la main. C'est parfait. Donc, à ce moment-là, moi, ça va me dire que vous souhaitez intervenir et je vais vous nommer, vous pourrez poser votre parole. Attendez, s'il vous plaît, que je vous donne la parole parce qu'on va, évidemment, je vais y aller dans l'ordre des personnes qui ont posé les questions. Donc, on va prendre les commentaires à tour de rôle et tout le monde aura la chance de s'exprimer. Là, il est 19h30 puis on a prévu au moins jusqu'à 20h30 pour les questions. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir intervenir. Évidemment, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro et votre caméra si vous le voulez. Vous pouvez garder votre caméra fermée, mais c'est évidemment très important qu'on puisse bien vous entendre. Donc, de bien allumer votre micro et de le refermer par la suite. Même chose pour la petite main jaune, là, s'assurer que vous cliquez dessus pour s'assurer que je ne pense pas que vous souhaitez intervenir encore. Donc, évidemment, le clavardage va être également ouvert et on vous demande de demeurer évidemment respectueux, même également dans cette section-là. Il y a d'ailleurs M. Mathieu Robert Perron qui est chargé de communication à l'arrondissement qui, lui, va prendre en note les questions et il pourra intervenir dans le clavardage à l'occasion et nous allons répondre à la fin aux questions du chat qui n'auront pas été posées verbalement. Donc, nous encourageons d'ailleurs à y aller, poser vos questions de vive voix. On veut vous entendre, on est là pour ça, donc autant que possible. Donc, voilà qui complète les directives pour la période de questions. On va commencer tout de suite. Là, je vois qu'il y a des gens qui ont la main levée. Attendez un petit peu que j'ai... Évidemment. Ah bon, OK, parfait. Alors, il y a une main la main numéro 1. SM, c'est Simon, je pense. Je vois juste SM. Désolé si je ne peux pas prononcer votre nom comme il faut, mais je pense que vous savez de qui je parle. Ah, Simon, le voici. Alors, bonsoir Simon. On vous bonjour. entend. On vous voit. Vous êtes en direct de Est-ce que vous m'entendez correctement? Je suis en direct de l'auditorium de Verdun, effectivement. Parfait. J'ai 2 questions qui sont peut-être plutôt des remarques. La première, c'est je voudrais que vous nous assuriez que le processus de réunion citoyenne qui est déjà en place et qui, pour cette occasion, a été remplacé par cette réunion, sera maintenu jusqu'à la fin.
d'existence du centre d'hébergement d'urgence, puisque même si jusqu'ici les choses ont l'air de bien se passer, on a quand même envie de pouvoir conserver un suivi. Et la deuxième chose, c'est aussi une remarque. On a eu quelques commentaires à envoyer à la SDC. On a utilisé l'adresse email qui nous avait été communiquée, mais on n'a jamais eu de réponse de cette adresse-là. Il a fallu qu'on passe par le 3-1 qui, lui, a fini par être réactif au bout de quelques jours. Simplement, du coup, pour signaler que ce mode de communication qui nous a été donné depuis le début n'est pas fonctionnel. Voilà, c'est deux remarques sur lesquelles j'aimerais avoir vos réponses. Merci beaucoup. Parfait. Je ne sais pas qui parmi les gens voudrait intervenir sur la première question concernant le maintien des rencontres d'information. Peut-être Mme Gagnon ou Mme Mauger qui a la main levée. Peut-être qu'elle souhaite intervenir également. Mais également Marlène Gagnon qui souhaite intervenir également. Mme Gagnon? Oui, Mme. Oui. Non, j'allais dire, allez-y, Mme Gagnon. Je n'avais pas vu qu'elle avait levé la main. C'est parfait. Parfait. Oui, j'ai levé la main, Marie-André, mais si tu veux répondre, je n'ai pas de souci, là, mais oui, Simon, c'est prévu. Souvenez-vous, lors de la rencontre du mois de janvier, on avait précisé que cette rencontre-là, elle avait été échangée. Mais oui, on va reprendre notre comité de bon voisinage au mois de mars, prévu à tous les mois jusqu'à la fermeture. C'est prévu. Merci. Parfait. Ah, il y a M. Martin Raymond qui souhaite intervenir également. M. Raymond? Pour l'adresse courriel, écoute, Simon, ça m'étonne beaucoup, honnêtement, parce que de notre côté, moi, j'ai pris la peine de regarder la boîte courriel avant parce que j'étais sûr qu'on n'était pas me poser une question. Et puis, honnêtement, depuis décembre, on a eu 7 courriels. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais valider que l'adresse fonctionne là, parce que c'est pas normal. L'adresse, elle fonctionne et tout ça. Parce qu'il y a une adresse, il est censé avoir des courriels dedans. Donc, là, comme je t'ai dit, là, on a 7 courriels en tout. Les 7 qu'on a eus, on les a répondus. Mais je vais vraiment valider. C'est rassurant. C'est rassurant que de ton côté, ça fonctionne bien. Nous, l'adresse qu'on utilise, c'est celle qui se termine en courtier.social. Vous vérifiez que c'est bien celle-ci. Quand on envoie cette adresse-là, on reçoit un message automatique immédiatement nous disant que notre requête va être traitée. Et puis, on n'a jamais de retour. Ben écoute, je vais vraiment m'assurer parce que, comme je te dis, moi, j'ai vu 7 messages. Là, fait que je vais m'assurer que ça se passe bien. Merci Martin pour ces précisions. Merci Simon pour votre intervention et bonne partie de hockey. Alors donc, on enchaîne avec M. Gontran-Latour. M. Latour, bonsoir. Est-ce que votre micro... Bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, félicitations pour votre réunion. C'est très intéressant. C'est d'autant plus intéressant que ça nous rassure sur la terminaison du temporaire. On dit souvent que tout ce qui est temporaire, c'est très permanent. Alors, ça nous rassure. Juste mettre peut-être les choses en perspective. Oui, la majorité des gens de la place ici, de la rue, ne font pas d'intervention ou ne communiquent pas directement avec la police, même si on trouve des itinérants assis sur nos balcons, même si on se fait chaparder des colis d'Amazon, même si on voit des altercations, on essaie d'être discret et on essaie, dans la mesure du possible, de ne pas provoquer. Alors, même si les gens viennent uriner sur nos clôtures et autres. Alors, on n'embarquera pas dans une chicane de voisinage et on essaie d'être paisible et de regarder ça avec sérénité et d'aider dans la mesure du possible. On est content de voir que le cheminement se fait vers les logements abordables. Alors, tant mieux. Et c'était mon intervention pour ce soir. Merci beaucoup pour cette intervention, M. Latour, très appréciée. Et on aime ça, le bon voisinage, comme on dit. Donc, on enchaîne avec une autre question, cette fois-ci de Mireille Carmel. Madame Carmel. Oui, bonjour. OK. Ma question à moi c'est surtout pour M. Bernakez. Je voulais savoir la durée totale des travaux qui vont avoir lieu pour le réaménagement de la résidence vont durer combien de temps? Ça va partir de quand à quand? Ah, votre micro, M. Bernakez, s'il vous plaît. On fait toujours l'erreur à un moment donné dans une soirée comme ça. Ah, on ne vous entend pas par contre. Ah. Allez-y donc. Non, on a un petit problème de son ici du côté de M. Bernakez.
Madame Vous Auger, est-ce que vous voulez permettez, intervenir? ouais, Oui, allez. ben, Oui. je vais peut-être prendre le relais le temps que M. Bernanke réussit à régler son petit pépin technique. Donc, en ce moment, ce que M. Bernanke disait, c'est que la Société d'habitation de Montréal est en préparation d'un appel d'offres public pour aller chercher des services professionnels. C'est certain que tant que l'acte de vente entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation n'est pas formellement conclu et adopté auprès des instances, ça va passer au comité exécutif de la Ville de Montréal, au conseil municipal et au conseil d'agglomération. Il n'y aura pas le début du chantier comme tel. En ce moment, il y a quand même, là, on est dans l'étape de validation et tout ça. Donc, la Société d'habitation est sur place. Les travaux, selon les prochaines, disons, comme M. Bernanke disait, là, il va y avoir donc un peaufinement là, de ce qu'on doit faire sur l'enveloppe, la brique, les fenêtres et tout ça. Quelle sera la typologie? Donc, ça veut dire, est-ce qu'on réussit à faire quelques grands logements ou on fait des plus petites unités, ce qui serait plus facile à adapter? On parle d'un début des travaux en 2024, donc dans la deuxième moitié 2024, et l'aménagement dans l'immeuble dans la deuxième moitié de 2025. Donc, à peu près un maximum de 12 mois de travaux. De travaux pour convertir tout l'immeuble, oui? Oui, tout l'immeuble. Ah, c'est bien. Je vois acquiescer. Oui, M. Bernanke, est-ce que vous avez retrouvé votre micro? Non, pas encore. Ben, heureusement que Mme Auger est là pour vous être votre porte-parole. Heureusement qu'on s'est parlé cette semaine, ça aide. Parfait, excellent. Okay. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Merci. On enchaîne. Oui, merci. Bonne fin de soirée. Donc, on enchaîne maintenant avec Marie-Pierre Auger, qui souhaite intervenir. Madame Auger. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. On vous voit et on vous entend. Parfait. Bonsoir. Mais je me présente. Moi, je suis dans le conseil d'administration du 1000 rue Gordon, qui est l'immeuble qui est juste à côté du refuge. Vous nous avez présenté pas mal de statistiques. J'aimerais ça vous en présenter aussi de notre côté. Je pense que c'est important, puis je vais avoir une question à la fin de tout ça. Donc, depuis janvier, de notre côté, on a eu 3 entrées par effraction avec des vols dans notre immeuble. On a eu des voitures pillées. On a eu des gens qui ont uriné sur notre tête de cèdre, sur nos voitures aussi. Et comme on ne se sent pas beaucoup en sécurité dans notre immeuble, on a déboursé quand même énormément d'argent récemment pour améliorer la sécurité de l'édifice, c'est-à-dire renforcer la sécurité de l'entrée de l'immeuble et aussi renforcer tout notre système de caméras de surveillance parce que on a passé quand même des dizaines d'heures à aller regarder ces caméras-là pour trouver d'où les problèmes venaient puis où sont les points faibles de notre immeuble. Donc, par rapport aux dépenses qu'on a encourues, je me demandais si la Ville avait possiblement des moyens de nous aider dans tout ça parce qu'on parle de milliers de dollars. Donc, c'est votre première question, Mme Auger. Je ne sais pas qui souhaite peut-être répondre à cette question du côté de la Ville. Peut-être Mme Gagnon. Je ne sais pas si je ne vais pas renvoyer la balle à personne, là, mais peut-être Mme Auger qui souhaite intervenir. Ben oui, moi, j'attrape toutes les balles. Parfait, c'est bon. C'est une très, très bonne question. Je me dis que dans le doute, il peut y avoir une démarche auprès du service de réclamation de la Ville de Montréal. C'est quand même des délais assez serrés lorsqu'il y a réclamation pour dommages matériels. Mais c'est pour toute réclamation à la Ville de Montréal, que ce soit dommages matériels ou dommages corporels, c'est un guichet unique, donc ce n'est pas traité en arrondissement, c'est vraiment un processus formel. Donc, je vais m'assurer qu'on met dans le clavardage le lien. Là, tout peut se faire en ligne là, sans aucun souci. Donc, si jamais il peut y avoir des dédommagements, ce sera via le canal des réclamations de la Ville de Montréal. D'accord, merci. Merci, Mme Auger, pour votre intervention. Merci, Mme Auger, également, pour votre réponse. On enchaîne avec Joanne et Jean. Je ne connais pas malheureusement vos noms de famille. Ce que je vois, c'est vos prénoms. Alors, est-ce que Joanne et Jean, vous nous entendez?
Oui, on vous entend. Oui, bonsoir. On vous voit même. Oui. Ce que je voulais apporter comme à l'Assemblée du Conseil, quand Madame la conseillère de notre secteur, Madame Beauregard, disait de rapporter les faits, d'appeler. Je vais reprendre un peu ce que M. Gautran disait tout à l'heure. Il y a plein de petits événements qui se passent sur la rue qui viennent soit comme je me suis fait aborder par un itinérant. J'ai vécu une micro-agression, là. Il s'est envenu, il était probablement en état de drogue, là, je ne sais pas laquelle, là, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais en tout cas, puis là, il s'est vraiment dirigé vers moi. Je m'étais tassée. J'en ai parlé avec la police. J'ai appelé pour quand on m'a dit, quand ils faisaient les appels de quartier là, pour savoir comment ça allait. Puis la personne, elle a jappé après moi, là, tu sais, là, parce que j'avais un chien. Fait que elle, comme le chien, mon chien avait peur. Moi, j'avais peur. Fait que là, il était tout cagoulé. Fait que j'ai vécu vraiment un sentiment d'insécurité totale, là. Puis je me fais japper après, puis je jappais après mon chien. Fait qu'en tout cas, ça, c'est un sentiment qu'on ne peut pas, comme la police disait, je ne peux pas déposer une plainte formelle. Je n'ai pas eu d'agression comme telle verbale, mais je l'ai vécu. Fait que là, mais à chaque fois que je sors avec mon chien, j'avais déjà peur. Fait que là, c'est sûr que j'ai un sentiment d'insécurité qui est augmenté. Quand les personnes crient en avant, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de réseau, là. Ça, il y a comme une zone grise. Je ne peux pas déposer une plainte, je ne peux pas écrire au 3-1 parce que les gens se sont engueulés sur le trottoir, qui s'engueulent parce qu'ils pour X raison que je ne sais pas. Ou comme tantôt, avec mon chien, en virant le coin, juste sur Champlain, que la femme s'est mise face au mur, puis qu'elle a baissé ses culottes, puis qu'elle a uriné devant Champlain, devant tout le monde. Je ne peux pas appeler le 3-1 pour dire qu'elle vient d'uriner aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'à tous les jours, il y a pas nécessairement des grands événements dramatisants, mais il y en a tout le temps. Soit parce que les vidanges, comme M. Gautran disait, ils ont été vidés à l'envers, parce qu'il y a quelqu'un qui a uriné sur une clôture, parce que j'ai en arrière un addon, on va dire, mais ma clôture, elle a 50 pieds de long de graffiti, là. Fait que là, je le sais que je ne peux pas l'associer à un itinérant, ça peut être autre chose, mais curieusement, j'ai 50 pieds de graffiti, là. Fait que c'est tout des cumuls qui fait que ça détériore notre qualité de vie, ça augmente notre sentiment d'insécurité. Puis, j'enlève rien à tous les intervenants, vos efforts, là. Ça, je le sais que vous le faites tout avec cœur, que ce soit la police, que ce soit M. Martin, que ce soit Mme Kaseka. Je le sais que tout le monde est de bonne foi là-dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'on se fait voler, on se fait piller nos voitures, on le vit, là, on le vit au quotidien. Fait que je suis contente qu'à fin juin, ça cesse, mais je suis inquiète que ces personnes-là demeurent dans le secteur pareil. Parce qu'ils vont s'être habitués dans le secteur, puis ils peuvent se créer un autre réseau parce qu'il y a tellement de places vertes, là, si on peut dire, là, pour s'installer. Fait que ça, c'est très émotif, oui, mais c'est ma vie, c'est ma qualité de vie. Je ne suis pas une bourgeoise. J'ai travaillé très fort dans ma vie et pour avoir ce que j'ai, puis j'aime pas qu'on me le brise, puis j'aime pas qu'on le détériore, puis je suis pas parce que je suis pas empathique, là. Mais non, je comprends. On comprend bien, Joanne, votre situation. Puis je pense que M. Beaulieu qui va intervenir là-dessus. Merci de l'avoir fait avec éloquence. Donc, M. Beaulieu, commandant Beaulieu, est-ce que vous voulez réagir à ce que Mme Joanne vient de mentionner? Oui, effectivement, je comprends votre situation. Par contre, je vous invite quand même à communiquer avec nous, avec tous les moyens à votre disposition, même quand ce n'est pas urgent. Vous avez la boîte citoyen, puis je vous explique. Ça permet d'orienter nos interventions plus spécifiquement en fonction de un peu plus où est-ce que ça se passe. Et puis, c'est parce qu'en fait, bien entendu, oui, on a des patrouilles régulières, mais je vous invite quand même
à communiquer avec nous. Vous avez l'adresse courriel du poste, ou est-ce que c'est peut-être des problématiques moins urgentes, mais ça nous permet par la suite de réorienter nos interventions plus spécifiques dans certains endroits autour du centre d'hébergement. Et également, ça va nous permettre de compiler tous les événements qui vont s'être produits autour du centre pour faire un meilleur postpartum advenant, l'établissement dans le futur, de mieux nous préparer. Parce qu'en fait, vous êtes nos yeux et nos oreilles. Et puis, je vous dirais que c'est important de communiquer avec nous. Je comprends qu'on a tendance à ne pas vouloir appeler le 911 parce que le 911, ça semble pour les gros événements, mais malgré tout, là, c'est momentané, hein, tu sais, je veux dire, ça se passe dans un instant de clin d'œil. Fait que même si j'apprends le 911, la personne n'est plus là, le problème n'est plus là. C'est disparu, c'est envolé. Mais ce que je voulais dire aussi, j'ai pas vu, malheureusement, je l'avais dit, que ça serait le fun, une patrouille à pied. Les brossards non plus, M. Martin, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu vos personnes passer en avant qui font des rondes avec des brassards qui viennent nous sécuriser. Je ne l'ai pas vu, ça, moi. Je ne sais pas si les autres l'ont vu, mais moi, je ne l'ai pas vu, en tout cas. Fait que c'est peut-être juste moi qui ne l'ai pas vu, là, mais c'est ce que je voulais dire aussi. Parfait. Merci, Joanne, pour votre intervention. Merci beaucoup. On enchaîne avec une intervention, cette fois-ci, de Martin Dudomaine qui souhaite intervenir. Monsieur Dudomaine, est-ce que je prononce bien votre nom? Oui, bonsoir. Oui, c'est bien, c'est prononcé correctement. Oui, bonsoir. En fait, donc ça, je ne suis pas certain d'avoir bien saisi quel est le plan concernant les itinérants une fois que la vocation de l'édifice va passer à sa vocation initiale, c'est-à-dire d'être transformé. Est-ce qu'il y a un autre centre qui est ouvert pour ces gens-là ou qu'est-ce qui se passe? J'ai deux inquiétudes, savoir, est-ce que les gens vont, comme on dit, avoir l'habitude d'être là, ils vont rester là. Et le beau temps aussi, qui va peut-être changer les habitudes. Les gens vont se promener un peu plus quand il va faire plus beau et moins froid. Mais je ne suis pas certain d'avoir saisi qu'est-ce qui se passe après le mois de juin. Est-ce qu'on ouvre un autre centre à Verdun ou si on passe à autre chose ou si ce n'est pas encore décidé? Je ne suis pas certain de comprendre. Est-ce qu'on veut peut-être réexpliquer un peu la suite? Nicolas Pagot a levé la main de... Oui, Nicolas, oui. Allez-y, Nicolas. Oui, bonjour. Vous m'entendez? C'est bon. Bonjour, Monsieur Martin. Donc, pour répondre à votre question, on va resituer ce qu'on disait tout à l'heure. En effet, le centre tel que vous le connaissez à Gordon, à Verdun, et se termine au mois de juin. Actuellement, au niveau de la ville, on est vraiment dans des démarches de recherche de nouveaux sites, justement, sur l'ensemble de Montréal. Donc, qu'on vous confirme, justement, et je pense l'intervention de Mme Mauger en lien avec M. Stéphane Bernakes, c'est-à-dire le mandat, on va dire, ce qui est prévu justement à Gordon, justement, par la suite, c'est vraiment pas un refuge et c'est vraiment dans la lignée de ce qui est amené au niveau de SHTM. Donc ça, je vous le confirme, on est vraiment en train de travailler avec toutes les équipes à relocaliser justement ce refuge parce que c'est essentiel. Monsieur Martin Raymond l'a dit tout à l'heure, c'est 50 personnes qu'on accueille, qu'on met à l'abri chaque soir, des hommes, des femmes. Donc en effet, on souhaite vraiment qu'il y ait une solution qui soit trouvée justement et c'est pour ça que nos équipes, des équipes de la ville qui interviennent vraiment en support au niveau auprès de l'organisme, auprès de Martin Raymond de la SDH, justement, on travaille ensemble auprès du SUS qui finance aussi justement le refuge. Donc, on est vraiment dans cette stratégie justement de relocaliser justement le refuge. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Monsieur Martin. Oui. Il y a M. Raymond qui souhaite intervenir aussi, un complément d'information, si vous voulez activer. Oui, M. Raymond. Nous, de notre côté, on est en fin de financement pour l'hébergement Gordon. Dans le nouveau montage financier, ce qu'on a demandé, c'est d'avoir des gens de plus, justement, pour aider la cohabitation pendant le printemps. Alors, c'est déjà une demande qu'on a fait d'avoir plus d'intervenants qui vont être à l'extérieur pour pouvoir justement aider là, qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur, parce qu'on sait que l'hiver était, même si on est choyé, dans le sens où il n'a pas fait si froid que ça, il en demeure pas moins qu'à cause du climat, ça l'aide toujours un petit peu à garder les gens à l'intérieur, mais on est vraiment au-devant là, de qu'est-ce qui va se passer là, pour l'été. Dans un deuxième temps aussi, c'est que ce qu'on veut faire, nous, c'est déjà les gens qui viennent au Shoe Garden, ils savent que c'est vraiment quelque chose de temporaire, donc ils devront quitter
pour juin. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on ne veut pas juste les mettre dans la rue puis en leur disant on n'a plus de soutien puis on n'a plus d'aide. C'est pourquoi, avec eux, à partir de mars, on va faire des plans d'action individualisés pour justement leur permettre de pouvoir se réaffilier avec d'autres ressources en temps et lieu au moment là, où on va s'approcher de notre date. Je ne peux pas garantir encore, évidemment, là, qu'est-ce que je suis en train de dire, mais je regarde aussi, là, peut-être pour diminuer un petit peu la population dans les dernières semaines pour justement éviter là, que 50 personnes se retrouvent sans toit du jour au lendemain, mais qu'on y aille de façon un petit peu plus graduelle. Alors, c'est des mesures que nous, à l'interne, on est en train de faire justement pour faciliter cette transition-là auprès des personnes, là, puis on va s'appliquer à le faire. Je me permets de répondre à nos questions avant, si vous me permettez, M. Tessier. Oui, allez-y, allez-y. Pour les brassards, j'avais effectivement mentionné qu'il y en aurait. Malheureusement, on a dû retourner notre stock parce qu'il y avait une erreur d'impression. Alors, c'est pour ça que les gens ils circulent, je tiens à le dire. C'est à cause qu'ils ne sont pas identifiés, mais il y a vraiment des gens qui circulent. Mais il y a eu vraiment une erreur d'impression, ce qui a fait en sorte qu'on a dû retourner les brassards pour pouvoir les revenir ensuite, là. Alors, c'est vraiment momentané. Là, on va les avoir le plus rapidement possible, puis on va identifier nos gens. C'est vraiment une erreur d'impression. Bon, parfait. Merci pour ces précisions, M. Martin. Donc, on enchaîne avec une autre question, cette fois-ci de Hélène Raza. Madame Raza, est-ce que vous nous entendez? Si vous voulez bien activer. Oui. Oui. Et là, j'ai activé mon micro. Vous m'entendez également? On vous voit et on vous entend. Oui, alors ma connexion est très mauvaise. Je serai brève. Monsieur Raymond a commencé à répondre à ma question. J'avais soulevé au comité voisinage, on avait entrepris un dialogue là, sur la préoccupation qu'on avait, les gens de Fleuriel, phase 1, donc sur la rue Riel, là, qui ont la cour adjacente, où nous, on a une présence constante des bénéficiaires là, dans la cour. C'est 24 heures, 7 jours. Il y a des moments où c'est très turbulent. On est épié, on est parfois un peu aussi nargué, intimidé. Là, je comprends, M. Raymond, que vos démarches pour avoir des budgets sont en cours. Vous parliez du mois de mars. C'est très bientôt, le mois de mars. On a eu un aperçu aujourd'hui et hier de ce qui nous attend pour les belles journées de printemps. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ce que vous pensez mettre en place pour que qu'on ait peut-être un petit peu plus de moments paisibles pour avoir un meilleur contrôle sur les activités qui se passent. Hein? Oui. Une des premières solutions, c'est effectivement d'augmenter les effectifs à l'extérieur, justement pour soutenir ça, parce que présentement, nos effectifs font en sorte qu'on doit se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Fait que ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, puis on a déjà commencé à le faire, c'est... Je sais que des fois, on pense que c'est des paroles vides, mais trouver des partenaires pour faire des programmations à l'intérieur du CHU, ça prend un certain temps. On a commencé à réussir à avoir des gens, tu sais, tantôt d'entrée de jeu, j'ai parlé d'employabilité, on a le CIUS qui a parlé, commence à faire des visites aussi. Fait que tout ça fait en sorte qu'on commence à créer une programmation qui est à l'intérieur, qui va faire en sorte que notre objectif, évidemment, c'est aussi de rendre ça intéressant au niveau du CHU, puis pour que les gens ne soient pas toujours pognés à l'extérieur. Ça a pris du temps, le mythe, mais on est en train d'aboutir à quelque chose, puis ça va soutenir tout ça. Puis pour le reste, j'ai un petit peu répondu, tu sais, d'évaluer si on est capable, tranquillement, pas vite, de décroître notre population vers juin. Fait que c'est de monter des plans aussi individualisés pour des relocalisations possibles ou des réaffiliations possibles. Fait que c'est vraiment des petites choses qu'on est en train de faire pour faciliter la cohabitation. Je sais là, que moi aussi, j'ai entendu parler là, que les gens sont un petit peu plus excités que d'habitude derrière dans la cour arrière, mais nos intervenants sont aussi au fait de tout ça, sont en train de sensibiliser les gens. Fait qu'on je pense qu'on est dans un moment de transition
qu'on veut que ça soit plus positif, là, autant pour les gens qui vivent à Gordon que pour les gens qui vivent autour de Gordon. Merci, M. Raymond, pour ces précisions-là. J'espère que ça a répondu aux interrogations de la personne qui est intervenue. Juste avant de passer à la prochaine question, je tiens à préciser que Mme Auger a mis tout à l'heure dans le chat des informations concernant les réclamations à la Ville de Montréal. Donc, pour Mme Auger qui avait posé la question, vous pouvez retrouver l'information, le lien là, dans le chat qui est disponible sur la plateforme ici. Donc, on enchaîne avec une autre question, cette fois-ci de Mirza Antodzik. J'espère que je prononce bien votre nom encore une fois. Mirza, est-ce que vous nous entendez? Ah, Oui, c'est je vous monsieur entends, Mirza. monsieur. Ouais, c'est monsieur, excusez-moi. Alors, Il n'y a pas de problème. allez-y, on vous écoute et on vous voit. Parfait, merci beaucoup. Première des choses, merci beaucoup de prendre le temps. J'apprécie beaucoup vos présentations. J'étais un qui était assez pessimiste lors de votre première présentation au mois de octobre ou novembre, je ne me rappelle pas exactement. J'ose avoir un petit peu plus d'optimisme, même si j'avoue, les événements sur la Gordon n'ont pas toujours été très faciles ces dernières semaines. Excusez mon peut-être manque de compréhension, mais je vais juste vous poser une question. Si jamais vous ne trouvez pas un autre centre pour relocaliser les personnes en situation d'itinérance, est-ce que le centre sur la rue Gordon va quand même fermer au mois de juin ou mettons juillet là, pour vous donner une marge de manœuvre ou non? C'est la première des questions. La deuxième question que je veux savoir, c'est une fois que les travaux, en supposant qu'ils commencent l'été prochain comme prévu, est-ce que le centre va rester partiellement ouvert durant les travaux ou pas? Monsieur Pajot, je pense, souhaite intervenir là-dessus. Madame Auger, vous voulez y aller avant ou? Non, non, allez-y, je compléterai. D'accord. Bonjour, Monsieur Mirza, et merci en tout cas de faire part justement de votre vision aussi justement et de votre vision que vous aviez justement à la rencontre du mois de novembre et où on est aujourd'hui. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, et c'était l'engagement qui a été pris hein, par tous les acteurs, c'est-à-dire en effet le refuge. On travaille très fort, croyez-nous. L'objectif est oui, on va quitter au mois de juin 2024, là, donc dans 4-5 mois à peu près. Donc c'est vraiment, on travaille fort. Je réitère justement, l'idée c'est même pas de rester en même temps qu'il y a les travaux, ce serait même pas faisable, ce serait dangereux d'un point de vue, et c'est pas du tout un scénario qui a été envisagé. Je le dis clairement justement par rapport à ce qui a été dit, dans le sens où il y a un projet qui est prévu, justement, qui a été présenté tout à l'heure par Monsieur Stéphane et Madame Moger en même temps. Mais nous, au niveau de la ville, vraiment, on travaille, je le réitère. Et oui, c'est pas évident, on va pas se mentir, c'est pas évident de trouver des locaux, vous le savez, hein. C'est pas simple, mais on ratisse l'ensemble de Montréal, vraiment, pour essayer d'identifier un local qui permettrait d'accueillir justement, à la fois, c'est pas un déplacement, mais qui permettrait de mettre, on va dire, une 50aine de personnes à l'abri, justement, et qui permettrait de faire une continuité. Donc ça, au moment où je vous parle, c'est ça que je peux vous dire, Monsieur Mirza, c'est-à-dire que l'engagement de quitter justement en juin 2024, c'est un engagement qui a été pris et pour lequel justement on travaille fort pour trouver une solution justement pour la suite. Je ne sais pas si Monsieur Mirza, j'ai répondu à votre question ou si Madame Auger voulait peut-être préciser. Parce que vous avez répondu du mieux que vous pouviez, puis c'est correct, c'est ce que je voulais avoir. Merci beaucoup. Excellent. Très bien répondu. Merci, Nicolas, pour ces précisions. On a d'autres questions. Marina. Oui, bonjour. Bonjour. Je rebondis sur la question précédente. Je comprends aujourd'hui que vous regardez des emplacements dans l'ensemble de Montréal, mais ma question c'est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des pistes pour ouvrir un nouvel emplacement sur Verdun à la suite de la fermeture de rue Gordon? Nicolas, peut-être, ou Martin, Madame Auger? Oui. Oui, ben peut-être ce que je peux. À très court terme, il n'y a pas, pour l'été qui arrive, là, il n'y a pas de bâtiments municipaux disponibles à Verdun. C'était une occasion exceptionnelle, comme la ville venait d'acquérir le bâtiment sur la rue Gordon et ce bâtiment-là venait de fermer. Donc, il était encore en bon état. Ça ne faisait pas des années qu'il était inhabité ou mal chauffé ou quoi que ce soit. Donc, on savait qu'avec quelques milliers de dollars, on pouvait héberger des gens pour l'hiver. Donc,
Sur le court terme, il n'y a pas d'endroit, en fait, il n'y a pas de lieux municipaux qu'on pourrait rendre accessibles. On a beaucoup de pression sur l'habitation à Verdun et pour tout, là, même pour les organismes communautaires, c'est difficile en ce moment. Donc, on va être à l'affût d'opportunités pour peut-être un jour avoir une ressource permanente là, pour aider les personnes les plus vulnérables, mais à très court terme, là, on est vraiment sur le projet de logement abordable sur Gordon et on va sur un autre site explorer justement des possibilités pour avoir une ressource parce qu'on le sait qu'il y a des besoins à Verdun. Des personnes qui dorment dans la rue, il y en a encore, même si on a un refuge ouvert cet hiver. Effectivement. Okay. Merci beaucoup. Et je voulais aussi dire que j'ai vu les statistiques qui sont vraiment basses, je pense pour les appels logés pour avoir de l'aide. Je pense que j'ajoute ma voix à tous ceux qui ont parlé qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent, qui sont trop petits pour être remontés, mais assez nombreux pour être vraiment, pour perturber la qualité de vie qu'on a aujourd'hui ici. Et en tant que maman de jeunes enfants, j'ai choisi ce quartier avec beaucoup d'air, beaucoup de parcs, tout ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai peur des beaux jours avec autant d'enfants, enfin, jeunes mamans. Voilà, j'ai un peu peur de comment la cohabitation va se passer à ces moments-là. Voilà. Merci d'avoir répondu à ma question. Merci pour votre commentaire, Marina, également. Puis comme commandant Beaulieu disait tout à l'heure, n'hésitez pas à signaler toute intervention qui vous dérange. Donc, c'est l'accumulation de tout ça qui va faire qu'on va resserrer peut-être les mesures de sécurité, de surveillance. On enchaîne maintenant avec Simon M. Simon, oui. Est-ce que vous nous entendez? Simon. Essayez d'activer votre micro. Ah oui, non. Ben, écoutez, je vous laisse peut-être le temps de retrouver votre micro ou de reconnecter votre ordinateur, mais on enchaîne avec, il y a Madame Marie-Pierre Auger là, qui est intervenue tout à l'heure, qui souhaite intervenir à nouveau. Madame Auger? Oui, ma question va s'adresser à M. Raymond. En fait, vous disiez plutôt là, que vous refusiez une dizaine de personnes par jour. De notre côté, c'est arrivé qu'on a eu des gens qui ont dormi à l'intérieur de l'immeuble, en fait, entre nos deux portes d'entrée. Je voulais savoir, quand ça arrive que vous refusez des gens comme ça, il me semble qu'au premier meeting de la ville, vous aviez dit qu'il y avait un service de relocalisation pour les gens qui n'étaient pas accueillis à l'intérieur. Je voulais savoir, en fait, comment ça se passe présentement, parce que je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui se retrouvent à venir dormir chez nous quand il devrait y avoir une relocalisation. Bien, je vais vous dire comment ça devrait se passer. C'est-à-dire que dans un premier temps, on passe des inscriptions à tous les jours. C'est-à-dire que si les gens arrivent, mettons, dans l'avant-midi, c'est beaucoup plus facile pour nous de leur trouver un endroit pour se localiser. Ça arrive même qu'on leur donne des billets de transport en commun qui puissent se diriger vers d'autres sources. Ça peut être au centre-ville, ça peut être ailleurs. Bref, on les relocalise. S'il arrive plus tard, ou c'est plus difficile à ce moment-là, mais on fait affaire avec le service de navette d'OBM et puis ils passent de façon quotidienne à Gordon vers 9 h pour justement faire le tour des autres sources d'hébergement d'urgence où ils peuvent aller. Maintenant, des fois, les gens, là, c'est là qu'on tombe un petit peu, je dirais, dans l'humanité, c'est-à-dire qu'on tombe dans des petits cracks où des fois les gens ne fitent pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir chez nous, ils peuvent nous dire que ce n'est pas de problème, ils vont s'arranger, puis qu'ils ne veulent pas nécessairement d'aide à se relocaliser, puis c'est là qu'ils quittent, puis qu'on perd un peu le suivi. Ça peut être aussi, par exemple, aussi étrange que ça puisse paraître, ça peut être quelqu'un qui a un lit à Gordon, qui peut venir coucher à Gordon, mais qui décide d'aller ailleurs qu'à Gordon. C'est aussi une possibilité qui peut arriver. Puis évidemment, ça peut être aussi des situations aussi banales que quelqu'un dit « Je vais venir à Gordon », puis tout à coup, il voit un Porsche
d'immeubles, puis ils décident que Gordon, c'est là. Fait que, tu sais, dans ce côté-là, il y a des trucs qu'on est capable de maîtriser, puis des trucs qu'on est moins capable de maîtriser. Mais moi, je peux vous dire qu'on fait vraiment tous les efforts nécessaires pour tenter de maximiser ce qu'on est capable de contrôler pour référer les gens, les accueillir, puis leur trouver un endroit, peu importe où c'est qu'on n'est pas capable de les accueillir. Ben, merci pour votre réponse, là, mais pour votre info, sachez que depuis là, ces événements-là, on a mis des mesures en place pour barrer la porte extérieure pour que ça n'arrive plus là, avec des outils automatisés. Là. Malheureusement, ça fait en sorte que ces gens-là vont dormir à l'extérieur, mais pour nous, les gens se sentent plus en sécurité avec ces moyens-là. Parfait, merci Martin pour ces précisions. On a une autre question, en fait, de M. Simon qui souhaite intervenir. Tantôt, il nous a fait parvenir sa question dans le chat et je vais la poser. Est-ce que vous pouvez annoncer formellement que le SHU fermera en juin? Je n'ai jamais entendu parler, je n'ai pas entendu simplement que vous y travaillez et que le maintenir ouvert n'était pas une option, mais pas un engagement de fermeture. Donc, est-ce qu'on peut repréciser peut-être cette information-là? Donc, je relis sa question. Est-ce que vous pouvez annoncer formellement que le SHU fermera en juin? Je n'ai entendu simplement que vous y travaillez et que le maintenir ouvert n'était pas une option, mais pas un engagement de fermeture. Ben, oui, le refuge Gordon va fermer en juin et on travaille au projet de logement abordable. Et M. Pagot a bien dit qu'il y a un comité de transition parce que M. Raymond l'a mentionné aussi là, pour l'après-Gordon à l'échelle de plus largement que le quartier de Verdun, mais de tout Montréal. Donc, il y a une recherche d'un autre site, mais on s'enligne pour qu'il y ait l'acte de vente entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation et de développement de Montréal pour une acquisition officielle pour le projet de logement abordable dont M. Bernakes nous a parlé. Merci, Mme la mairesse, pour ces précisions très claires. Donc, on enchaîne M. Gontran-Latour là, qui veut intervenir à nouveau. M. Latour, la parole est à vous. Si vous voulez bien activer votre micro, s'il vous plaît. Alors, merci de me donner l'occasion de reparler. J'ai probablement un problème un petit peu personnel, là, mais je possède un VR, un motorisé et une moto. Et ces jouets vont rentrer dans ma cour sous peu, quand la température va être plus clémente. Et je dois vous avouer que je suis un petit peu nerveux. L'an passé, j'ai pu stationner à l'occasion. Il n'y avait pas d'hébergement, mais j'ai pu stationner sur la rue et j'ai eu un ticket. Ça m'a coûté 90 $ parce que j'avais stationné mon motorisé de 23 pieds sur la rue. Semble-t-il que ça ne correspond pas à la grosseur des véhicules qui sont acceptables. Alors, j'aimerais un peu de clémence parce que ce que je pense faire, c'est le déplacer dans des zones plus sécures si ça commence à jouer un petit peu trop serré alentour de la maison. Est-ce qu'on pourrait penser à un peu d'accommodation au niveau de la ville? Je regarde mes collègues ici, là. Je ne sais pas qui veut intervenir là-dessus. On peut prendre la question en note puis peut-être vous revenir. Je pense qu'on doit avoir vos coordonnées, M. Latour, là, sur cette question-là. Je ne sais pas. Je vois Mme Gagnon qui fait signe de la tête, qui opine de la tête. Là. Donc, je pense qu'on a pris votre question en note, puis on va voir ce qu'on peut faire là-dessus. Là. Moi, je ne peux pas m'engager, évidemment, loin de là, à vous donner une réponse là-dessus. Là, mais Mme Mauger, peut-être, je vous vois avancer. Ou monsieur, oui, je vois le commandant aussi. Allez-y, M. Beaulieu. Monsieur Gontran, on va communiquer avec vous. Là, on va regarder, voir qu'est-ce qui est possible de faire pour vous. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci, M. Latour, pour votre deuxième intervention. Il y a Andrea qui souhaite intervenir. Andrea, bonsoir. Votre micro est fermé, Andrea. On ne vous entend pas, malheureusement. C'est mieux. Là, c'est mieux. Là, on vous voit et on vous entend. C'est parfait. Parfait. Mon intervention a deux volets. La première, c'est j'aimerais avoir des statistiques, des faits pour infirmer ou confirmer une impression que j'ai. Pour tous ceux qui prennent le métro Verdun, on connaît tous l'itinéraire qui est élu domicile dans l'éticule Côte-Nord, où je crois qu'il y a eu un feu parce que le stationnement de vélo était devenu son entrepôt. Il y a eu un feu là. Et puis en plus de ça, du côté sud de Verdun, il y a des gens qui ont élu domicile juste à la porte du métro.
Et aussi le métro de l'Église, l'édicule sur Wellington, il y a énormément d'itinérants. Là, j'ai peur de rentrer par cette entrée-là. Je les vois toujours là, puis il me semble que c'est la première année qu'il y en a tant d'itinérants. Puis moi, je fais le lien avec les résidences Gordon, mais c'est peut-être pas, le lien est peut-être pas bon, là. Mais j'aimerais juste savoir si vous avez des statistiques pour confirmer, puis qu'est-ce que vous allez faire. Deuxième volet, rapidement, c'est que je ne dis pas qu'est-ce que M. Gontran et tous les autres ont expliqué ce soir, mais si moi, je me faisais vider mes poubelles, je me faisais apostropher par quelqu'un sur le trottoir, des graffitis chez nous, moi, je me sentirais prise en otage chez moi. J'ai peur de sortir, c'est pas du bon voisinage. Je sais que c'est une clientèle qui est spéciale, ça va, là. Mais M. Beaulieu dit appelez 3-1 pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Mais M. Beaulieu, on vous le dit ce soir, là, des gens qui urinent sur nos terrains et tout. Je ne vois pas quoi d'autre que vous avez besoin pour pouvoir mettre des mesures en place plus rapidement que juste dire 3-1-1. Puis je ne gère pas votre équipe, là. Je ne dis pas que c'est facile, là. Mais on vous le dit, là. Il n'y a pas de respect pour nos propriétés puis nos personnes. Je veux dire, si je sors de chez moi puis j'ai quelqu'un assis dans mes marches, désolé, non, on est pris en otage. Alors, je pense que votre commentaire a été bien entendu, Andrea, ce soir. Donc, ça s'ajoute encore une fois à l'ensemble des voix qui sont exprimées ce soir. Donc, il y a Jannick Fortin qui souhaite intervenir. Oui, Mme Fortin, je vous vois. Bonjour, bonsoir. Je voudrais répondre à Mme Andrea, là, surtout pour la personne à l'édicule au métro Verdun. Je travaille à la SDS, mais ça fait quand même presque 9 ans que je suis à Verdun. Ça fait 9 ans qu'il est pas mal dans l'entourage. Je voulais juste vous dire qu'il y a l'équipe EMIC là, dont parlait au début là, Mme Kaseka et M. Beaulieu là, qui travaillent, qui essaient de créer un lien avec cette personne-là. Le lien est créé, mais c'est une personne qui est pas très réceptive, donc puis qui veut pas d'aide, puis qui ne met pas sa vie en danger outre le feu, là. Mais sachez qu'il y a du travail qui se fait en arrière pour cette personne-là en particulier, je peux vous en assurer. Ça fait plusieurs semaines là, que ça se fait. Merci, Mme Fortin, pour cette intervention. Avant de passer à la prochaine question, il y a une dame, Mme Razan, en fait, qui demandait, il va y avoir encore une fois une précision. Donc, pouvez-vous m'assurer que le SDH ne rouvrira pas à l'automne 2024? Vous pouvez être formel aussi là-dessus. Donc, on veut ce soir des précisions claires sur le fait que le centre de service ne rouvrira pas à l'automne 2024. Nicolas. Je vais me permettre juste de répéter en effet ce qu'on a dit, mais c'est important, je pense, c'est que l'engagement, en effet, c'est en juin. Personne n'a à gagner de déplacer, plus déplacer. On le sait, hein, qu'on vient, on va dire, fragiliser à la fois le milieu, on vient fragiliser les organismes communautaires, mais on vient aussi fragiliser les personnes en situation d'itinérance qui résident dans ces services d'hébergement d'urgence. Hein. C'est du multiple déménagement, on le sait, pour nous-mêmes, des fois, quand on doit déménager, c'est tout un exercice. Donc, je resitue ce qu'on a dit tout à l'heure et c'est prévu, ça ferme. Il y a un autre projet, justement, ça ferme en juin. Il y a un autre projet qui vous a été présenté. Et donc, non, il n'est pas prévu de revenir à Gordon à l'automne prochain. Je fais succinct, mais je pense que pour répondre à cette question, par contre, ce qui est vraiment important dans l'idée, et c'est vraiment essentiel, c'est on cherche une stabilité parce qu'on le sait que ce n'est pas vivable de déplacer pour déplacer à chaque fois. Donc, on cherche une stabilité. Et c'est vraiment important de ramener, c'est qu'au niveau de la ville, on appuie au niveau de la santé, on appuie les organismes communautaires et on est tous d'accord qu'il faut sortir des réponses comme ça qui sont ponctuelles, qui sont importantes parce que ça aide tout le monde. Et je vous l'assure, hein, moi, quand je vois les chiffres qui ont été apportés par M. Raymond, je me dis, c'est pas 50 personnes qu'on a mis à l'abri cet hiver, c'est beaucoup plus parce qu'il y a des gens qui rentrent, qui sortent, etc. Donc, je vous confirme par contre qu'en effet, on cherche de la stabilité. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour du tout que justement que le refuge soit à Gordon à l'automne prochain. Merci Nicolas pour ces précisions. On enchaîne avec... il y a Martin qui souhaite intervenir. Oui, Martin.
Oui, je suis désolé, je voulais juste intervenir à la question d'avant à propos de la présence là, d'itinérants dans différents secteurs de Verdun. Tu sais, pour moi, c'est important de mentionner qu'il y a eu même une grande étude là, qui s'appelle un décompte, là, où on décompte les gens qui sont itinérants partout au Québec et ça en même temps. Et au Québec, là, les chiffres sont sortis au printemps dernier, puis on parlait de 10 000 personnes itinérantes au Québec, dont 5 000 sur l'île de Montréal. Alors, vous comprendrez que ces personnes-là qui sont sans toit, sans logis, mais ils doivent aussi là, être à quelque part. Puis, je ne peux pas dire, effectivement, tu sais, c'est pas il y a peut-être un lien de cause à effet, mais il n'y a pas forcément de lien de cause à effet non plus avec le CHU Gordon, parce qu'il y a déjà une présence, une surpopulation itinérante, là, et ça partout. Avant, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on n'en parlait pas d'itinérance. On est en train d'en parler. On en parle à Gatineau. Fait qu'on en parlait seulement au centre-ville, mais on en parle dans les arrondissements en périphérie de plus en plus. Alors, le problème de l'itinérance est un problème réel. On pourrait même parler de crise humanitaire. S'il y avait une ville qui, demain matin, il y avait un village qui était rasé avec 10 000 personnes, on serait tous solidaires. Puis aujourd'hui, mais ces 10 000-là, ils sont répartis partout, mais c'est quand même des gens qui ont besoin de support et besoin d'aide. Puis ils essaient de se débrouiller tant bien que mal avec les ressources qu'ils ont. Puis, c'est pour ça, pour moi, cette parenthèse-là, c'est important de pouvoir le mentionner, justement, qu'une réalité présentement qui existe au Québec, qui n'existait pas il y a quelques années, surtout avant la pandémie, mais le problème d'itinérance est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Et puis, c'est une réalité là, qui va s'étendre si on ne fait pas des beaux projets comme la phase 2 de Gordon, donc des appartements et des logements abordables, là, qui est la piste de solution à long terme. En effet, merci beaucoup, Martin Raymond, de rappeler cette réalité-là, évidemment, cette triste réalité pour des milliers de personnes. Autre question maintenant de Marie-Pierre Auger. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ma question s'adresse au service de police. Vous parliez là, de contacter le 911 pour les événements le plus possible, même si ce sont de petits événements. Évidemment, nos propriétaires, ils n'ont pas nécessairement toujours le réflexe. Là. Ils vont plus cogner à notre porte à minuit le soir pour que les administrateurs se chargent de l'événement. Mais en fait, nous, on fait l'effort vraiment de documenter les choses, puis de visionner les caméras, puis de prendre les fichiers vidéo, puis de vous les amener au poste de police. On a fait l'exercice quand même plusieurs fois. Par contre, on s'est fait dire dans les dernières fois que comme il n'y avait pas eu d'activité criminelle, malgré le fait que des propriétaires sont tombés face à face avec des gens qui s'étaient installés à l'intérieur de nos murs dans des cages d'escalier, puis qu'on avait ça sur vidéo, ces gens-là, que la plainte n'était pas recevable vu qu'il n'y avait pas d'activité criminelle, mais vous ne pensez pas que ces plaintes-là sont quand même nécessaires à documenter pour l'ensemble du dossier pour connaître les statistiques? Oui, tout à fait. Puis je vais réitérer le message puisque, en fait, l'équipe de la sergente Bennett s'occupe justement de tout corriger. Puis, en fait, également, vous avez déjà pris des mesures et puis je pense, je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre de votre conseil d'administration qui nous parlait de vente de stupéfiants justement près de la HEDSED ou quelque chose comme ça, pour qu'on puisse aller faire les vérifications, envoyer des policiers en civil, des choses comme ça, puis qu'on peut essayer d'épogner sur le fait. Mais je vais réitérer le message à mes policiers à l'entrée qu'effectivement, puisqu'on a un dossier ouvert au poste pour ce qui concerne tout ce qui sont les appels de Gordon. Puis, en fait, il n'y a pas de petits événements, il faut les documenter effectivement. Et puis, je vais repasser le message et puis on va communiquer aussi avec vous, Mme Auger, pour voir là, comment on pourrait améliorer encore plus les choses là, avec votre immeuble. Là. Je sais que vous avez pris déjà des mesures, mais effectivement, on va réitérer le message aux patrouilleurs qui sont au poste à l'entrée. Parfait, je vous remercie. Parfait. Merci, Mme Auger. C'était la dernière question. Peut-être le dernier point, commandant Beaulieu. Il y a quelqu'un qui veut savoir, est-ce qu'on peut tenir pour acquis que tous les incidents qui ont été mentionnés ce soir seront pris en compte, tout comme s'ils avaient été rapportés au 3-1? Pouvez-vous nous confirmer que c'est le cas? Oui, effectivement, sur la conférence, j'ai la sergente Bennett qui s'occupe du dossier, qui prenait les notes en conséquence.
Et effectivement, on va augmenter la patrouille. D'ailleurs, dans le plan, parce qu'on s'entend, on a un printemps très hâtif. Donc, on va avoir 4 patrouilleurs à vélo avec 4 cadets également à vélo qui vont sillonner encore plus, de façon plus régulière, justement, le secteur du centre d'hébergement. Excellent. Voilà qui est rassurant. Merci beaucoup, commandant Beaulieu. Merci également à M. Raymond, Mme Kazeka, M. Bernakes, Mme Gagnon, M. Pajot également et Mme Mauger, que j'invite encore une fois pour le mot de la fin. Moi, je vais revenir après ça pour rappeler quelques petits trucs, là, mais le mot de la fin officiel sera donné à Mme Mauger, Mme la mairesse. Oui, bien, je veux vous remercier vraiment, chères citoyennes et citoyens, d'avoir participé. Je le sens que c'est un projet qui nous bouscule collectivement, mais en même temps, je sens beaucoup de contributions et d'efforts de votre part en ce sens-là. Puis je sens qu'on aborde un sujet qui est difficile. Je la sens, votre sensibilité, votre souci, c'est-à-dire cette solidarité sociale en même temps que quand c'est dans notre cours. C'est facile à dire quand c'est loin, mais là, c'est plus confrontant. Mais je vous remercie vraiment de le faire dans le respect et dans le dialogue. C'est vraiment pour moi, c'est ça, c'est très, très prometteur. Je veux vraiment remercier Martin, Raymond et toute son équipe de la Société de développement social. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. C'est pas évident d'avoir une équipe solide. C'est du 24 heures sur 24 avec la brigade, avec tous les défis. Vraiment, merci beaucoup. Maxime Beaulieu, du poste de quartier, avec toute l'équipe aussi qui prennent à bras le corps. Donc, ce refuge-là, qu'on n'avait pas vu venir personne là, avant le mois de l'automne dernier. Là, donc, merci beaucoup parce qu'il y a tout le territoire aussi qu'on continue de couvrir avec la patrouille. Bien sûr, Nicolas Pagot et son équipe à la Ville de Montréal aussi qui travaillent très, très fort avec beaucoup, beaucoup de parties prenantes pour trouver des solutions pour les personnes les plus vulnérables. Madame Kazeka et l'équipe du CIUS Centre-Sud, on a besoin de resserrer nos liens, de mieux travailler ensemble parce que cette crise des vulnérabilités nous appelle aussi à être vraiment mieux coordonnés dans nos efforts, mais on sent que c'est là, puis on l'apprécie beaucoup. Bien sûr, je veux remercier tout l'arrondissement de Verdun, tous les membres de l'arrondissement de Verdun. Je pense à l'équipe de Marlène Gagnon, à Guy Lacroix, au travail. Et à tous les membres du comité de travail sur l'itinérance à Verdun, on a créé ce canal de communication depuis le printemps 2020, depuis le début de la pandémie. Et c'est ce qui fait qu'on a été capable aussi, comme communauté, d'accueillir le refuge et de se serrer les coudes. Donc, c'est vraiment très apprécié. Puis la solidarité des membres du conseil aussi dans tout ça. Donc, il nous reste 4 mois devant nous. C'est sûr que c'est des mois de printemps, mais vous avez entendu donc l'ardeur au travail puis la mobilisation des parties prenantes qui travaillent de près sur le refuge Gordon. Donc, on va tout faire pour que ça se passe bien jusqu'à la fin et on travaille à un beau projet d'habitation pour mettre à l'abri de la rue 80 ménages. Voilà, pour moi, ça fait le tour. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la mairesse, pour ce mot de la fin. Ben, écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire merci à vous également d'avoir été des nôtres ce soir. Merci pour vos questions, vos interventions, votre écoute également. Je vous rappelle que la présentation ce soir sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de l'arrondissement dans les prochains jours. Donc, ce sera disponible pour ceux et celles qui veulent le réclament. On a réussi à passer au travers des 90 minutes sans panne d'électricité, donc c'est une victoire en soi. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été des nôtres et bonne fin de soirée. Merci. Bonne soirée.